Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre web journal du vendredi 20 février. Ma collègue Marianne Côté nous a préparé une revue des principales manchettes des différents journaux. Bonjour Marianne. Bonjour Adrien. À la une du quotidien, il est question que le lait Laura Secord sera distribué chez Costco. Oui, Adrien, en fait, c'est la journaliste Patricia Rainville qui nous apprend que dès aujourd'hui, Nutrinor va prendre d'assaut les tablettes des Costco. En fait, il s'agit du premier produit de la coopérative régionale à être vendu dans les Costco à l'extérieur de la région. Donc, bien sûr, pour le directeur général Yves Girard, cela représente énormément puisque c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, parce que même si le contrat a été signé il y a seulement quelques semaines, en fait, Costco et Nutrinor sont en discussion depuis très longtemps. Donc, cette nouvelle s'inscrit dans la nouvelle vision de l'entreprise, qui est donc la croissance à l'extérieur de la région. Pour cette année, après, elle souhaite miser sur son nouveau produit, le lait nordique biologique, pour maintenant se faire connaître aux quatre coins du Québec, en plus du lait Laura Secord. Alors, le directeur général a affirmé que les finances de l'entreprise ne se sont jamais aussi bien portées, en fait, depuis 5 ans. En 2014, ils ont atteint un nouveau sommet avec leur chiffre d'affaires, soit 383 millions de dollars. Et dans la presse, on nous apprend que le gouvernement Harper a mis en place des mesures pour contrer l'évasion fiscale. Oui, effectivement, et ça semble très bien porter leurs fruits, en fait, puisque les contribuables sont 2 fois plus nombreux que l'an dernier à utiliser le programme de divulgation volontaire pour déclarer leurs revenus depuis les 10 premiers mois de l'exercice financier 2014-2015. Ils sont 9 244 à avoir utilisé le programme, donc c'est énorme. Et avec cette nouvelle mesure, les institutions financières ainsi que les casinos sont dans l'obligation de déclarer tous télévirements internationaux de plus de 10 000 sont obligés de déclarer ceci à l'Agence des revenus du Canada. Donc, ça va permettre de repérer ceux qui tentent de dissimuler des revenus ainsi que des actifs dans les paradis fiscaux. Et dans son budget, l'objectif du gouvernement Harper était de récupérer 44 millions de dollars en impôts impayés. Et avec cette nouvelle mesure, l'objectif pourrait être très bien dépassé. Et Marianne, dans le devoir d'aujourd'hui, donc, Marco Belair, Cyrino et Brian Miles nous apprennent que le gouvernement volera au secours de la firme SNC Lavalin qui est accusée au criminel. Oui, en fait, les accusations de corruption et de fraude portées contre l'entreprise jeudi, l'entreprise CNC Lavalin et ses filiales, c'est pour des opérations commerciales en Libye à amener la consternation au gouvernement Couillard. C'est surtout le ministre de l'Économie, Jacques Daoust, qui s'est porté à la défense de l'entreprise. Selon lui, en fait, il se dit très surpris par les accusations qu'il porte contre la firme, puisque selon lui, la firme a été traitée très injustement parce qu'ils ont coopéré avec les policiers tout au long de l'enquête. Donc, il estime bien sûr que c'est normal d'avoir des choses à reprocher à CNC Lavalin dû à son passé un peu sombre, mais qu'aujourd'hui, c'est devenu une société très correcte. Donc, si CNC Lavalin est démantelé à cause des accusations qui sont portées contre elle, cela pourrait remettre en cause la construction d'un nouveau pont Champlain à Montréal, ainsi que, en fait, ça pourrait même entraîner la perte de 500 000 emplois montréalais. Et Marianne, depuis 10 ans, donc, le nombre d'étudiants faibles en français a augmenté de 50 % dans les cégeps de la région. Oui, c'est ce que le Journal de Québec a appris au travers des chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est 9 962 étudiants qui, en 2005, ont eu recours à des cours de rattrapage lors de leur arrivée au cégep. En 2014, ils étaient 14 851 et 50 % étaient surtout des hommes. Donc, la Fédération des cégeps a indiqué que c'est très difficile à comprendre cette situation, puisque plusieurs choses rentrent en compte, dont le nombre d'élèves qui sont entrés au cégep avec comme mandat de compléter leur diplôme d'études secondaires avant, ainsi que la réforme et la hausse d'inscription des étudiants au cégep. Donc, c'est assez incertain, mais selon Danielle Loisel, une enseignante au cégep de Sherbrooke, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait que des élèves faibles en français réussissent à passer leur examen ministériel en secondaire 5. Merci beaucoup, Marianne. De rien. La municipalité de Forestville espère toujours qu'Ariane Phosphate décide de transiger sur son territoire afin d'accéder à la voie maritime du Saint-Laurent. La petite localité de la Côte-Nord fera entendre son point de vue au cours des prochaines semaines, même si les dirigeants du projet minier ont affirmé que cette possibilité était écartée. Jacob Cassidy, l'option Forestville est pourtant celle qui se rapproche le plus de celle favorisée par l'exploitant. En effet, Adrien, lors de la séance d'information publique organisée mercredi soir dans le cadre de l'enquête du BAP,
Eh bien, la minière Ariane Phosphate a présenté un tableau qui détaille les impacts de 6 trajets de transport différents. Ce que les citoyens ont noté sur ce tableau, c'est que l'option favorisée par la minière, soit la première en haut, se rapproche de celle de Forestville complètement en bas. Voici ce que je vous ai préparé sur le sujet. La mairesse de Forestville, Micheline Antil, n'a pas cessé de croire qu'un jour, les camions de la mine Ariane Phosphate transigeront par sa municipalité. L'option Forestville permettrait à Ariane Phosphate vraiment de minimiser tous les impacts. Nous présenterons donc notre option au commissaire du BAP. Les dirigeants de l'entreprise ont cependant été catégoriques. Le seul trajet envisageable est celui qui traverse la ZEC des Monts-Valin, enjambe la route 172 à la hauteur de Sainte-Rose-du-Nord et rejoint l'Anse-à-Pelletier où Port-Saguenay souhaite construire un nouveau port de mer. On ne pense pas que le fjord a besoin de nouvelles infrastructures portuaires pour quelque projet que ce soit, parce qu'on a déjà 2 infrastructures portuaires qui sont utilisées, qui ne sont pas utilisées à pleine capacité. Du côté de Port-Saguenay, on ne cache pas que la desserte maritime de Grand-Anse n'est pas utilisée à son plein potentiel. Nous, notre client, Ariane, nous dit que la seule solution envisageable, c'est de sortir par la rive nord du Saguenay. Mais il y a effectivement de la capacité à Grand-Anse. Puis s'il y a des projets qui sont intéressés à venir chez nous, ça va nous faire un grand plaisir. Les citoyens encouragent maintenant Ariane Phosphate à revoir les trajets déjà rejetés. Je pense qu'il serait de bonne loi de faire une étude comparative tout aussi serrée, d'avoir une étude comparative égale entre les 2 scénarios. Puis tant qu'à ça, moi je dis entre les 6 scénarios. Les citoyens et les organismes qui souhaitent la tenue d'audience publique sur le sujet ont jusqu'au 23 mars pour adresser leur demande par écrit auprès du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, David Hurtel. Jacob Cassidy, ATM Nouvelles, Saint-Fulgence. La coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services prépare une semaine d'action dérangeante pour dénoncer les mesures d'austérité du gouvernement Couillard du 22 au 27 février. Plusieurs organismes communautaires de la région participent, dont le Centre Alpha de la Baie et du Bas-Saguenay. Ma collègue Dominique Gobeil s'est entretenue avec la coordonnatrice du centre, Roxane Minier, en matinée. Bonjour, Madame Minier. Alors, mercredi prochain, vous organisez une activité dérangeante au bureau du député libéral Serge Chimard. Vous allez construire un mur de glace avec le Centre Alpha. Quel message voulez-vous lancer aux députés? Bien, c'est le message de l'austérité, hein, puis dire, bon, bien, écoute, on est de plus en plus pauvres, puis les pauvres sont de plus en plus pauvres. La classe moyenne s'en vient pauvre, puis... Fait que, c'est sur le manger, c'est sur tout, là. Ça va jouer sur tout, là. Le manger, les médicaments, l'électricité, les logements, bon, etc., etc. Je pourrais en nommer une vingtaine d'affaires, mais tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on veut dire, ben non à ça, tu sais. Et vous, en tant que centre d'alphabétisation, pourquoi vous trouvez ça important de manifester? Bien, écoute, nous autres, chez nous, on a des gens qui ont des difficultés à lire et à écrire. Puis ces gens-là, là, ils sont pauvres, là, ils sont dans la pauvreté. Puis on les défend, tu sais. Fait que c'est encore une façon pour nous autres de les défendre, de dire, bon, ben là, c'est assez, là, regarde. Fait que puis les autres, ils viennent, puis ils ont fait un exercice par rapport à ça, à l'austérité, que notre regroupement nous a envoyé des questions, puis en tout cas, la façon de faire. Et puis, ils sont abasourdis, là. C'est des choses qui ça n'a pas de bon sens là, pour eux autres. Fait que c'est pour ça qu'on défend ça. Puis aussi, on a averti les autres centres, mais aussi les autres organismes communautaires du milieu pour leur dire, bien, venez avec nous autres, plus on va être de monde, mieux ça va être et plus ça va paraître. Mm-hmm. Est-ce que les participants du centre sont inquiets des coupes possibles? Oui, ils sont inquiets parce que eux autres, ça veut dire moins d'argent dans le poche, hein, moins de sous. Nous, au centre, c'est possible que les subventions soient coupées. Fait que si les subventions sont coupées, ça veut dire qu'il n'y a plus de centre Alpha, là. On ne peut plus les aider, on ne peut plus rien faire parce qu'on n'aura plus de sous. Mm-hmm. C'est des pertes d'emploi aussi là, qui peuvent en subir, en arriver, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est tout ça qu'on défend. Concrètement, ce serait quoi les impacts d'une coupe? Concrètement, je te dis que si nous, on est coupé, c'est sûr, on est fermé. On est fermé, ça, c'est officiel. Et en plus, vous avez déjà eu des coupes au fédéral au printemps dernier? Oui. Il n'y a plus d'entente fédérale-provinciale.
Ce qui faisait que ces projets-là, on engageait une personne de plus souvent pour, mettons, monter du matériel pour nous autres. Parce que le matériel, il faut dire que c'est des livres de première, deuxième, troisième année qu'on prend. Mais tu peux pas lui présenter ça de même, tu sais, avec le petit lapin. Puis, ils vont dire, hey, écoute, je suis plus un enfant, moi, là. Fait qu'il faut souvent refaire le matériel. Puis ça, bien, c'est des sous. Mais là, on n'a plus vraiment pour ça. Ça fait qu'on fait avec ce que c'est qu'on a. Il y a déjà 12 centres d'alphabétisation dans la région. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous regrouper pour essayer de sauver des coûts, justement? Eh bien, on peut plus ou moins se regrouper. On se parle, puis tout ça, puis on a des réunions ensemble, mais on peut plus ou moins se regrouper parce que tu en as un à Chipcha, tu en as un à Alma, tu en as deux à Alma, tu en as un à Robertval. Tu sais, se regrouper, ça serait... Comment on va faire ça? Tu sais, ça serait difficile là, de se regrouper, là, parce qu'on est trop étendu sur le territoire. Et quelle importance ça a dans la communauté, les centres d'alphabétisation? Bien, moi, je te dirais que c'est une grosse importance parce qu'une personne que tu... Écoute, comme là, j'ai des jeunes, puis j'en ai de plus en plus, puis je trouve ça désolant, mais bon. Quand vous dites des jeunes adultes? 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et ces jeunes adultes-là, si on n'est pas là, ils vont aller où? Parce que dans le système, ils ne fonctionnent pas dans le système scolaire. Ils ont de la difficulté à fonctionner dans le système scolaire parce qu'il y a trop d'étudiants pour eux autres ou, ils font du TDAH, là, bon, tout ça. Fait que pour eux autres, c'est trop. Chez nous, c'est des petits groupes de 8 à 10 personnes. Fait qu'à ce moment-là, ils sont plus capables de fonctionner. Ils sont plus capables d'avancer. Puis là, à un moment donné, bien, là, tu dis, OK, là, tu es prête à faire ton secondaire 3 ou 4. Là, on va t'envoyer à l'éducation des adultes. Fait que là, mais ils ont fait un bout de chemin. Tandis que si on n'est plus là, ils vont être où? Ils vont être dans le chemin. Et à la baie, combien de personnes vous aidez à peu près? Bien, si je mets tous mes groupes, là, je te dirais mon informatique de base, parce que c'est vraiment de base, là. Ils apprennent sur le clavier puis tout. Conscientisation et ces groupes-là. On regroupe à peu près 70 à 80 personnes par année, à peu près. Est-ce que vous pensez que la société devrait plus se préoccuper des problèmes d'analphabétisme? Ah oui, mon Dieu, oui. Il y a 1 300 000 Québécoises qui sont analphabètes. Mais analphabète, il faut s'entendre, hein? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne sait pas lire, pas écrire. Mais ça veut dire, mettons, il va lire, il va avoir de la difficulté à lire, il va écrire, il va faire une phrase, dans la phrase, il va avoir 5 fautes. Bon, tu sais. Fait que, dis-toi que 1 300 000, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous invitez le reste de la population à vous rejoindre mercredi prochain? Ah oui, c'est sûr. Plus il va y avoir de monde, mieux ça va être. Ce qu'on veut, c'est que les gens participent. Puis on a justement d'autres groupes. La Maison des jeunes va être là. Le Phare va être là. Il y a la Maison des femmes battues. Bon, écoute, on a toutes... Merci, Mme Minier. Ça fait plaisir. Je vous rappelle qu'il y a d'autres activités organisées durant la semaine à Alma, Saint-Félicien et Chicoutimi. De retour à vous, Adrien. Marche commémorative en l'honneur de l'étudiante du cégep de Jonquière qui a été happée par une voiture sur la rue Panet en février 2014, Catherine Diméo, partira ce soir à 19h du pavillon Joseph-Angers. Toute la population est invitée à apporter un objet lumineux et à marcher afin de souligner l'importance de la sensibilisation à la sécurité piétonnière. Le Musée du Fjord présentera du 2 au 7 mars des ateliers éducatifs à chaque jour. Ces activités se tiendront à l'occasion de la relâche scolaire. Christophe Lavoie-Racine, les ateliers seront en lien avec l'exposition temporaire Charabia Animal. Tout à fait, le Musée du Fjord profite du passage de l'exposition pour offrir une panoplie d'activités pour la famille. L'exposition Charabia Animal, produite par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, aide à mieux comprendre la communication animale. Il s'agit d'une exposition préparée spécifiquement pour les jeunes familles. On découvre comment les animaux peuvent communiquer entre eux, comment être en mesure d'interpréter leur langage parfois pour éviter qu'il puisse y avoir des attaques. C'est donc autour du thème des animaux que se dérouleront les activités de la relâche au musée.
Au menu, découverte d'animaux, rencontre avec un grand-duc, discussion avec des éleveurs de chevaux canadiens et démonstration d'un dresseur de chiens policiers. Pendant la semaine de relâche, nous avons toujours déployé des activités spéciales pour la famille. Mais cette année, notre menu est beaucoup plus étoffé que les années précédentes grâce à l'appui financier de l'arrondissement Labbé. C'est en effet l'arrondissement de Labbé qui permet au Musée du Fjord d'organiser de telles activités. Grâce à un appui de 5 000 $ de Labbé, celles-ci seront incluses dans le prix d'entrée du musée. Ça fait référence à nos origines, notre histoire, à un territoire immense, unique, magnifique, international. Alors l'arrondissement, autant au niveau des élus que des équipes de travail, c'est fondamental de collaborer avec une entité comme le Musée du Fjord. À long terme, l'investissement de l'arrondissement dans les projets du musée pourrait aider à garder les jeunes dans la région. C'est très éducatif comme approche, mais ça permet justement de développer le sentiment d'appartenance au milieu, puis que malgré le fait qu'on a des jeunes qui quittent, qui vont vivre d'autres expériences de vie à l'extérieur, ils reviennent, puis ils réalisent qu'en dedans d'eux, l'ancrage est fort. Le Musée du Fjord espère recevoir autour de 1500 visiteurs au cours de la semaine de relâche. Christophe Laborassine, ATM Nouvelles, à Labbé. La première édition de la foire d'art du Centre d'artistes Le Lobe a connu un vif succès selon le coordonnateur de l'événement, Jean-Marc Roy. 35 artistes de la région se sont donné rendez-vous afin de présenter le fruit de leur travail au grand public. Camille Froment-Bouchard, l'événement a été organisé pour financer les activités du Lobe. Effectivement, Adrien, le Centre Lobe organise depuis plusieurs années des activités de financement afin de soutenir les artistes qui viennent exposer ici dans la région. Et durant 3 ans, entre autres, le Lobe organisait un événement qui se nomme Feuille mobile et invitait les artistes donc à créer à partir d'une feuille de papier seulement. Et cette année, la foire promouvoit le travail des artistes en plus d'aller chercher 50 des revenus sur les tableaux vendus. Donc, on écoute le coordonnateur de l'événement, Jean-Marc Roy. En fait, le Lobe a une bonne réputation puis est apprécié beaucoup de la part des artistes. Donc, ils savent aussi qu'en aidant au financement du centre, bien, ça va leur revenir aussi parce qu'un centre d'artistes, c'est un organisme à but non lucratif qui est là pour soutenir les artistes. Et Camille, que pouvait-on y retrouver? Eh bien, on pouvait y voir des artistes passionnés avec des styles complètement différents, parfois colorés, parfois plus sombres, tout dépendant de l'inspiration de l'artiste. Et comme on pouvait le voir sur les derniers tableaux, eh bien, ces derniers tableaux appartiennent à un artiste colombien qui se nomme Paolo Almorio et qui habite ici à Chicoutimi depuis 3 ans. Donc, lui, il s'est inspiré d'une cause qui lui tient particulièrement à cœur pour créer ses œuvres, soit le combat de son père, qui est un grand politicien de Colombie et qui est incarcéré dans une prison préventive depuis juillet 2012. Donc, lui, il veut faire valoir la cause de son père par son art, pour qu'il reçoit un procès juste et équitable. Et les personnes que l'on pouvait voir sur les différents tableaux ont une influence directe sur cette décision. Donc, on l'écoute à ce sujet. Les magistrats de la Cour suprême de la Colombie qui ont signé l'ordre d'arrestation contre mon père et en fait, les petites photos que vous voyez qui composent le visage, c'est en fait des photos de ma maison et de la cellule de mon père. C'est une histoire qu'on risque d'entendre encore parler d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et si vous voulez avoir davantage de détails à ce sujet, vous pouvez consulter le site Internet freealmorio.ca. Merci Camille. Ça fait plaisir, Adrien. La comédie musicale du Cégep de Jonquière sera présentée ce samedi à la salle François Brassard. Les spectateurs seront cette année transportés dans l'univers de Lewis Carroll et d'Alice au Pays des Merveilles. Pierre-Paul Biéron, on peut sentir beaucoup de fébrilité dans les coulisses à quelques heures de la présentation du spectacle. Oui, en effet, Adrien, beaucoup d'excitation à quelques heures de la présentation de la comédie musicale Alice du Cégep de Jonquière. Et ATM Nouvelles a obtenu un accès privilégié à la dernière répétition générale avant la présentation du spectacle. Et croyez-moi, il y a beaucoup de travail derrière cette production réalisée entièrement cette année par des étudiants du Cégep de Jonquière. La 6e édition de la comédie musicale du Cégep de Jonquière réalise cette année un nouveau fait d'armes alors que ses textes ont été écrits en entier par les metteurs en scène Mathieu Dufour et Camille Bélanger.
On dirait que moi et Camille, on se dit ce qui s'en vient là, demain, samedi, ça sort de notre tête, comme, puis on n'a comme pas de référence outre que les pièces qu'on a déjà vues de Disney. Ce nouveau défi ajoutait donc une charge de travail supplémentaire à l'équipe de production qui planche sur le projet depuis déjà un bon moment. Ça fait un an et demi même là, pour l'écrire et tout, fait que ça s'en vient demain, c'est comme un accouchement à long terme. C'est pas 9 mois en grossesse, c'est comme un an là, que je le porte, ce bébé-là. Ça paraît-tu? Non? Mais c'est ça, c'est un gros projet. Avec un budget avoisinant les 15 000 $, la production qui regroupe plus de 70 étudiants, dont une vingtaine de comédiens, chanteurs et danseurs, a tout pour plaire. Mais à quel genre de soirée les spectateurs transportés au Pays des Merveilles peuvent-ils s'attendre? Une soirée qui n'aura pas de bon sens, pour vrai. Ça bouge, la scène est remplie, c'est festif, autant que des fois ça peut être plus émotif un peu. Avec cette dernière répétition générale, Mathieu Dufour et son équipe sont maintenant prêts à vous transporter dans leur Pays des Merveilles. Les gens intéressés peuvent se procurer des billets à l'encrier étudiant au coût de 10 $ pour le spectacle qui aura lieu samedi à 19h30 à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Pierre-Paul Biron, ATM Nouvelles, Saguenay. La tournée Dieu merci fera un arrêt ce soir au théâtre du Palais municipal de l'Abbé. Jeff Boudreau, Tammy Verge et Dominique Sillon partageront la scène avec les comédiens maison ainsi que l'animateur et humoriste Stéphane Fallu. Quelques billets sont encore disponibles au ovation.qc.ca. Le défenseur des élites de Jonquière dans la Ligue Midget 3A, Matteo Pietroniro, a disputé son premier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec hier face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Il a été rappelé par l'Armada de Blainville-Boisbriand plus tôt cette semaine. Maxime Auger, l'entraîneur des élites, n'a que de bons mots pour le défenseur de 16 ans. Effectivement, Adrien, plus la saison avançait, son entraîneur mentionnait que son jeune défenseur devenait un atout important pour sa formation. Il faut rappeler que Petro Dionero a été... C'était sa première saison avec les élites de Jonquière cette saison, après avoir disputé la dernière campagne à Amos. Son entraîneur mentionne également qu'il n'a que de bons mots pour son jeune défenseur. On l'écoute. Mathéo, c'est un défenseur qui amène un aspect quand même assez physique là, dans son match. Défenseur aussi là, qui est capable de relancer l'attaque, capable de jouer là, contre les bons joueurs là, de l'équipe adverse. Là. Il s'agit aussi du troisième joueur des élites à être rappelé par une équipe de la LHJMQ cette saison, après Nicolas Jones gagné qui s'aligne avec le Drakkar de Bécomo et Louis-Philippe Simard avec les Saguenayens de Chicoutimi. Et est-ce qu'on peut s'attendre à le revoir avec les élites pour la Coupe Dodge? Et oui, on va s'attendre à le revoir pour ce tournoi qui sera disputé en début du mois de mars. Son entraîneur Steve Thériault me mentionnait qu'il a été prêté pour la formation de Blainville-Boisbriand pour la durée de la fin de semaine en raison de nombreuses blessures de ce côté. Il mentionne que les élites ont encore de nombreux matchs importants, même s'ils sont éliminés des séries éliminatoires de la Coupe TELUS, pour aller chercher peut-être le championnat de la Coupe Dodge. Il n'est pas le premier de la famille à se retrouver dans la LHJMQ. Effectivement, c'est le troisième frère à faire le saut dans la LHJMQ après Phil qui s'aligne avec Victoriaville et Chad qui s'aligne avec Bécomo. Il y a également son père qui est entraîneur-chef du Drakkar de Bécomo aussi. Il y a aussi deux frères qui sont plus jeunes qui s'alignent aussi dans des rangs mineurs à Bécomo. Vraiment, c'est une famille axée 100% hockey. Vraiment, les Pretoniero, c'est un nom connu dans le circuit junior québécois et ils sont tous reconnus pour leur fougue et leur jeu physique. Et finalement, Maxime, quand seront disputés ces prochains matchs? Eh bien, ça sera ce soir du côté de Val-d'Or face aux Foreurs et également dimanche en après-midi du côté de Shawinigan face aux Cataractes. Merci beaucoup, Maxime. Un plaisir, Adrien. De leur côté, les Saguenayens de Chicoutimi se sont inclinés 4-3 en prolongation hier soir à Sherbrooke. Le Phoenix signait ainsi sa deuxième victoire en 11 affrontements face aux Sags. Le gardien des Saguenayens, Julio Bilia, a bien fait dans la défaite en réalisant 35 arrêts. La troupe de Yannick Jean disputera sa prochaine partie ce soir face aux Olympiques à Gatineau. Et c'est ce qui conclut votre web journal du vendredi 20 février. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.